Je voulais revenir sur la thèse de Nahimana. Vous savez que Nahimana a étudié en France entre 84 et 86. En 86, il défend une thèse devant l'université. Et très rapidement, on répand l'idée que cette thèse est en fait une thèse, je dirais, crypto-génocidaire, c'est-à-dire qu'elle véhicule une idéologie qui fait partie d'un grand programme idéologique préparant le génocide. La thèse elle-même n'a jamais été discutée pendant le procès. Le travail universitaire de Nahimana n'a jamais été discuté, mais l'accusation tout de même est sous-jacente. Alors le problème, c'est que la thèse, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, le directeur de thèse de Ferdinand Nahimana, celui qui le soutient, qui l'encadre, qui l'aide, qui le conforte, qui le guide, c'est Jean-Pierre Chrétien. Alors, ça pose un problème, parce que si c'est une thèse qui prépare le génocide et que le directeur c'est Jean-Pierre Chrétien, on est un petit peu embarrassé. Donc, certains commentateurs ont trouvé une astuce. C'est pas la thèse qui est génocidaire, c'est le livre tiré de la thèse. Alors, j'ai relevé par exemple un article publié par un journaliste que vous connaissez, Jean-François Dupaquier, un article publié dans l'Événement du jeudi, le 25 août 1994, et je cite, ça va être très rapide. Cet ouvrage, qui reprend et diffuse une thèse soutenue le 21 novembre 1986 à l'université de Paris 7, vise à minimiser l'apport Tutsi et belge dans la construction du Rwanda. Idéalisant les rois Hutus antérieurs du Nord-Ouest, l'auteur en fait des patriarches champêtres. Cette forme de révisionnisme historique, labellisée par l'université française, reste discrète dans sa justification implicite de la ségrégation des Tutsis. Et une note en bas de page ajoute ce commentaire. Ce n'est pas la première fois que les universitaires se laissent duper par des théoriciens de l'extermination. Donc nous sommes en présence d'un théoricien de l'extermination. L'université française a déjà été accusée d'avoir favorisé l'idéologie de Pol Pot et d'autres dirigeants Khmer rouges au Cambodge, ou d'avoir accordé avec une coupable négligence le doctorat révisionniste de Notin. Et ensuite, il met en cause l'amateurisme et l'irresponsabilité de certains universitaires. Donc c'est une attaque en règle. Évidemment, tout de suite, la présidente du jury de la thèse qu'avait soutenue Nahimana, Catherine Kokry-Vidrovitch, lui envoie une lettre datée du 31 août 1994, dans laquelle elle dit qu'il dit n'importe quoi, que la thèse est une thèse excellente, ce n'est pas du tout un brûlot extrémiste ou je ne sais quoi, que c'est aberrant, que les accusations sont totalement farfelues. On pourrait imaginer que l'affaire s'arrête là, que les comptes sont bons, qu'on ne va pas revenir sur cette accusation. Eh bien, c'est une grave erreur de le croire, car 8 ans plus tard, le même auteur, dans un rapport qu'il a rédigé avec Jean-Pierre Chrétien pour le TPIR, écrit « Pour prouver sa fidélité au président Habyarimana, Ferdinand Nahimana transforme subtilement sa thèse en un livre de vulgarisation au service du régime. C'est ainsi qu'il publiera en 1993 aux éditions L'Harmattan, Le Rwanda, émergence d'un État ». Donc bien qu'il y ait déjà eu cette polémique, bien qu'il soit établi que la thèse n'est pas un brûlot extrémiste et que la thèse et le livre sont identiques, le même auteur, dans un cadre tout à fait officiel d'un rapport remis au TPIR alors que le procès est en cours, revient sur cette accusation. Donc ça, c'est un exemple manifeste de mauvaise foi et de manipulation qui est tout à fait ridicule et inacceptable. Car, je l'ai vérifié, c'est assez long et fastidieux, mais il faut le faire quand même, la thèse et le livre sont exactement identiques, page par page. Il y a des toutes petites modifications sur certains éléments de texte, type bibliographie, qui sont écourtés et ça n'a absolument aucune importance. Il y a une préface qui est ajoutée, si je me souviens bien, une préface et une postface qui sont tout à fait contextuelles, qui expliquent pourquoi la thèse est publiée, etc. Mais ça ne porte aucun, il n'y a aucun élément politique dedans. Et donc on ne peut pas faire la différence entre ces deux textes, on ne peut pas les opposer, c'est le même. Et ce texte est irréprochable. Alors maintenant, en conclusion, je terminerai, je ne voudrais pas accaparer la parole, je voudrais simplement me poser la question, pourquoi essaye-t-on de décrédibiliser cette thèse? Finalement, pourquoi essaye-t-on de diaboliser Nahimana? Après, je vous donnerai mon sentiment personnel sur Nahimana, mais c'est autre chose. Mais sur cette question précise, je pense que tout simplement, il y a deux explications, deux hypothèses qu'on pourrait avancer. La première, c'est que s'il y a eu un génocide, et il y a eu un génocide, mais si ce génocide a été planifié, organisé, pensé, élaboré, il faut bien qu'il y ait des gens qui le fassent. Il faut bien qu'il y ait eu, à un moment donné,
des personnes qui préparent cette planification. Il faut bien qu'il y ait eu des gens pour le penser, pour conceptualiser ce projet. Et qui sont les intellectuels rwandais susceptibles de jouer ce rôle du concepteur, de l'intellectuel qui prépare la pensée? Ben, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a très peu, en fait. Nahimana a le profil pour tenir ce rôle. Donc, le présenter comme quelqu'un qui était prédestiné depuis le départ, depuis sa naissance, à devenir un idéologue du génocide, permet d'une part de se débarrasser d'un opposant, et d'autre part de staffer en quelque sorte l'équipe de préparation du génocide. Et elle est très intéressante, cette thèse. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, on a écrit, je terminerai sur ce point, on a écrit depuis des années l'histoire du Rwanda à partir de son point d'arrivée. Bon, il écrit ça dans les années 80, hein, donc c'est impossible. À partir de son point d'arrivée. On a raconté l'histoire du Rwanda à partir du jour où les Belges arrivent au Rwanda, les Allemands puis les Belges arrivent au Rwanda et constatent la présence dominante d'une monarchie Tutsi. Et l'histoire du Rwanda est à raconter depuis lors comme la conquête des marges du royaume par cette dynastie Tutsi. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si on racontait l'histoire de France simplement à partir de l'île de France et de la conquête de la France par les rois de l'île de France. Lui dit, mais non, c'est pas ça l'histoire. Oui, effectivement, quand les Belges arrivent au Rwanda, quand les Allemands arrivent, quand les Belges arrivent, il y a une monarchie Tutsi qui est puissante, qui est organisée, qui domine une grande partie du Rwanda, mais pas tout le Rwanda. Il y a des régions, il y a des royaumes qui ne sont pas soumis, qui ont leur culture, qui ont leur identité, qui ont leur hiérarchie, qui ont leur puissance, qui ont leur armée, qui ont leur légitimité. Donc, les Hutus qui vivent dans ce pays depuis des décennies, avec une place tout à fait marginale dans l'histoire du Rwanda, comme si les institutions du pays n'avaient pas été créées par eux, comme s'ils n'avaient jamais été capables d'avoir une culture, une langue, une civilisation, comme s'ils n'avaient pas eu également des faits d'armes glorieux à leur actif. Eh bien, cette histoire est erronée. En fait, il y a une véritable histoire du Rwanda avant la mise en place de la monarchie Tutsi. Il y a une diversité, et il dit il ne faut pas remplacer l'histoire officielle par une nouvelle histoire officielle. Il faut réhabiliter cette histoire dans sa totalité. Il faut reprendre dans la communauté, dans la mémoire collective, la place de chacun des acteurs. Et du reste, Jean-Pierre Chrétien, je vais le citer une fois n'est pas coutume, le dit lui-même dans sa présentation, et voici ce qu'il écrit, et il a tout à fait raison d'écrire ceci. Il s'adresse à la présidente du jury. Vous m'avez fait solliciter pour un avis préalable sur la thèse de doctorat que doit soutenir à Paris 7 Ferdinand Nahimana. L'intérêt du sujet de la thèse est double. Il offre d'abord une monographie originale portant sur une région du nord-ouest du Rwanda qui n'avait jusqu'ici été envisagée que de l'extérieur, c'est-à-dire que comme une périphérie qui ne serait entrée dans l'histoire qu'avec son intégration dans le royaume centralisé et dominé par la dynastie Tutsi, Nyinginiye et sa pacification par les colonisateurs. Cette histoire en creux était profondément anachronique puisqu'elle projetait sur le passé le plus lointain la situation du XXe siècle. Nous avons personnellement trop souvent milité pour la multiplication des monographies régionales de ce type dans la recherche historique sur l'Afrique des Grands Lacs pour ne pas nous réjouir de la réalisation de cette thèse. Et il ajoute un peu plus tard, un peu plus loin, l'enjeu de cette thèse est ni plus ni moins de remettre en cause la façon de présenter et de penser l'histoire du Rwanda moderne, observe Jean-Pierre Chrétien, c'est toute, je cite, c'est toute l'historiographie rwandaise des 4 derniers siècles qui est remise en cause et rééquilibrée. Les définitions devenues classiques de la société rwandaise, telles qu'elle a été décrite sociologiquement dans les années 50, sont remises en situation historique. Donc cette thèse est une nouvelle interprétation de l'histoire rwandaise extrêmement intéressante et bien sûr extrêmement embarrassante pour les tenants de l'histoire officielle rwandaise jusque-là. Et c'est la raison pour laquelle se débarrasser d'un coup d'un seul du directeur de RTLM ou de celui que l'on accuse d'être le directeur de RTLM et de l'historien permet d'évacuer une fois pour toutes tout un penchant de l'historiographie. Et je pense que c'est un des enjeux de ce procès. Je vous remercie.